Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, la chaîne des valeurs, nous sommes heureux de vous retrouver ici au lycée Maurice Delafosse pour aborder la deuxième partie de ce qui est convenu d'appeler le domaine 2 de la philosophie. On a tenté tant bien que mal lors de la première séance d'aborder les concepts de nature et culture, individu et société. Nous avons un peu effleuré la conscience et inconscient. Nous nous retrouvons encore une fois pour avoir terminé cette deuxième partie, ce domaine 2, en essayant d'aborder avec vous d'abord la notion de liberté et la notion d'État et pouvoir politique. Nous nous retrouvons encore avec toujours le brillant professeur M. Kandji, dont vous avez apprécié vraiment la prestation, pour quand même voir ce qui reste un peu de cette deuxième partie qui est le domaine 2 de la philosophie, qui est appelé également vie sociale. M. Kandji, nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Oui. Nous devons quand même vous témoigner que la première prestation a été très appréciée par nos téléspectateurs. Merci qui bien. n'ont pas cessé de nous appeler pour quand même saluer la brillante prestation que vous nous avez réservée. Nous allons aborder la deuxième partie, qui est encore, il faut quand même, comme vous l'aviez suggéré, comprendre que le domaine 2 est très complexe, et très vaste. Nous avons également compris que c'est avec beaucoup de sueur que vous avez réussi même à aborder les premiers concepts. Évidemment. Nous sommes venus maintenant, et les collègues et même certains élèves nous ont suggéré de revenir encore sur la notion de conscience inconsciente avant d'aborder la notion de liberté. Merci M. Diack. Je remercie aussi les téléspectateurs de Mourchid TV ainsi que nos charmants élèves qui nous accompagnent toujours dans ces pérégrinations. Je dois remercier aussi tous ceux qui nous ont témoigné, évidemment, cette marque de sympathie et de reconnaissance. Ça nous va droit au cœur, mais comme je disais, la seule chose que nous regrettons, c'est les contraintes de temps, parce qu'évidemment, nous sommes là tous les jours de la semaine, donc avec les contraintes que nous connaissons, il y a beaucoup d'étapes que nous essayons de survoler, que les gens nous comprennent, qu'en réalité, c'est des thèmes sur lesquels nous travaillons presque 3 mois, 4 mois, donc on ne peut pas en 1 heure ou 2 heures de temps faire le tour. Alors, je vous comprends parfaitement bien lorsque vous nous demandez de revenir sur le chapitre conscience-inconscient. Alors, je dois dire qu'en réalité, nous devrions même prendre le chapitre conscient-inconscient comme étant notre point de départ. Mais toujours est-il que dans le programme de philosophie, il y a un ordre chronologique. Mais je dis souvent aux élèves, quand on aura fini le parcours, il faudrait nécessairement se départir de l'ordre chronologique et considérer un autre ordre qu'on va appeler cette fois-ci ordre logique. C'est qu'en fait, vous verrez même certains de nos collègues qui se donnent beaucoup de liberté dans l'ordre logique, d'autant plus que il n'y a aucun de ces thèmes que vous pouvez aborder sans pour autant toucher un autre thème. Donc les thèmes s'imbriquent, les thèmes s'enchevêtrent, de sorte qu'il est extrêmement difficile de parler de conscience-inconscience, en parler d'État et pouvoir politique. Quand j'en parle très souvent, je commence d'abord par rappeler aux élèves des éléments qu'on a déjà vus dans le domaine 1, tels que la conscience philosophique. Parce qu'avant d'entreprendre une activité philosophique, il faut d'abord être conscient de soi-même. La notion de connais-toi toi-même, que Socrate nous inculque très souvent comme point de départ, est assez révélatrice. Parce que comment un individu peut-il prétendre accéder à la connaissance s'il ne se connaît pas lui-même? La reconnaissance de son ignorance également en est une parfaite illustration. Lorsqu'il dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il est conscient de son ignorance. Ensuite, quand vous parlez de conscience inconscient, vous ne pouvez pas ne pas parler évidemment de la conscience sociale. Parce qu'il faudrait que nous prenions conscience que nous sommes des produits de la société et que la société obéit à des règles et des normes. Et qu'un individu conscient, c'est celui qui intègre cette dimension sociétale et qui ne peut rien faire sans tenir compte des autres parce que nous ne sommes pas seuls dans la société ou sur Terre. Vous ne pouvez pas non plus ne pas toucher la notion de conscience politique. Parce que lorsque vous vivez dans un État, vous devez prendre conscience qu'en réalité, un État aussi fonctionne sur la base de règles qu'on va appeler cette fois-ci des lois. Ailleurs, on avait des normes dans individus et sociétés. Ici, on a les lois. Et ainsi donc, vous ne pouvez aborder aucun thème. Quand on parlera de la liberté, ce thème carrefour, vous verrez, il faudra nécessairement dire
et parler de l'homme comme une conscience libre, parce que n'est libre que celui qui est conscient. Mais la conscience également est communément définie comme étant l'intuition qu'a l'esprit de ses états et de ses actes. De ses actes. Vu sous ce sens, je pense qu'il y a une différence par rapport aux différentes vous avez choses. ici l'étymologie latine cum, qui veut dire avec, ensemble, si vous voulez. Vous avez ici la scientia. Scientia. Ainsi, vous avez cum scientia, qui signifie ce que tu fais avec. Science, si tu veux, ce que tu fais en toute connaissance. Parce que science ici signifie également connaissance. Donc c'est ce que tu fais, ce que l'homme fait en toute connaissance de cause. Lorsqu'il agit, non seulement il agit, mais il sait qu'il agit. Lorsqu'il existe, non seulement il existe, mais il sait qu'il existe. Et ainsi, la conscience même nous permet, encore une fois, de nous départir des animaux qui, eux, malheureusement, n'ont pas cette conscience. Donc quand je marche, et que je suis conscient que je suis en train de marcher, là je suis quand même dans l'état de conscience. Très bien. Mais quand cet état m'échappe, parce que je peux marcher sans pour autant savoir que je suis en train de marcher. Très bien, là vous êtes là. Dans in, là c'est pas le in anglais, mais c'est le in latin toujours qui renvoie au fameux A privatif, c'est encore absence de, manque de. Et cette fois-ci vous appliquez conscience, vous avez toujours cum, scientia, et ça donne encore le sens de conscience. Donc, inconscient, c'est tout ce que tu fais et qui échappe à ta conscience. Maintenant, il faut dire que ce qui détermine l'homme essentiellement, c'est la conscience. Les philosophes sont nombreux. On les appelle en général des philosophes du sujet. De Socrate, de Hegel, de Descartes. Ils définissent l'homme en rapport avec le fameux jeu pensant. Qui fait que dans la suite de Hegel, les êtres de la nature existent d'une seule et même manière. Mais les hommes que nous sommes, nous existons d'une double manière, à la différence des êtres. Non seulement nous existons, mais nous savons également que nous existons. Cette table ou cette chaise existe en même temps que moi, mais la différence entre la table et moi, c'est que moi, j'existe et la table ne sait pas qu'elle existe. La chaise ne sait pas qu'elle existe. L'animal ne sait pas qu'il existe. Or, les hommes, eux, ils savent qu'il existe. Maintenant, il ne faut pas vite faire de dire si l'homme est le seul être susceptible d'être conscient, que les autres êtres sont dans l'inconscience. Non. Il faut d'abord être conscient pour être guetté par l'inconscient. Vous ne pouvez pas dire d'un animal que ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas de conscience, qu'il le fait inconsciemment. Ça ne marche pas. Il faut un homme conscient pour lui appliquer la doublure de l'inconscient. On en avait un peu parlé quand on faisait allusion à cette dialectique de la lumière et de l'obscurité, qui fait que c'est le même homme, mais qui tantôt est sous le joug, le contrôle de la conscience, tantôt également, c'est la nuit noire, il est un peu perturbé, ombragé par l'inconscient qui lui empêche véritablement de prendre conscience de certaines choses. Mais professeur, il faut qu'on lève également une équivoque. Oui. Souvent les élèves ont tendance à dire conscience, inconscience. Oui. Et nous avons vu qu'en fait, c'est pas conscience, inconscience, mais c'est conscience, inconscient. Inconscient. Pourquoi inconscient ici? Parce que vous avez l'idée d'état. Vous avez l'idée de situation. C'est vrai que c'est un abus de langage. Très souvent, ils disent conscience et inconscience. Comme si celui qui est inconscient peut savoir lui-même qu'il est inconscient. Non. La science ne vient dans l'acte que je fais, étant dans cette situation, qu'après que la conscience aura repris le contrôle de l'être. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à être rattrapé par le regret, par le remords, et que je me rends compte que j'ai agi en dehors de tout contrôle de ma conscience. Voilà pourquoi j'ai tendance à faire mon mea culpa, mon introspection. Je m'excuse, je suis désolé, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est un acte involontaire. Mais pendant que je le fais, je ne pouvais pas me rendre compte que j'agissais en toute inconscience et que je savais que c'était en toute inconscience. Je donne toujours la métaphore de ce coup de gifle après pour me déduire, pour dire « Ah non, je ne l'ai pas fait exprès ». Mais dans ce cas d'espèce, on peut spécifier si on l'a fait exprès ou bien si ça nous a échappé. Parce que si je devais sortir un peu de la classe et que mon bras inconsciemment heurte la tête de l'autre, là on peut le dire, il l'a fait inconsciemment. Mais on voit, il y a des hommes qui jouent quand même à être sous le joug de l'inconscient, alors qu'en réalité, ils le font à dessein. Donc ce n'est pas inconscience, mais c'est inconscient qui est un état dans lequel le sujet agit, mais un état qui n'est pas soumis sous le contrôle de la conscience. L'inconscient également, on dit que c'est des actes manqués. Oui. Est-ce que vous convenez? En fait,
Pas forcément. Il ne faut pas réduire toute la problématique de l'inconscient comme des actes manqués. C'est vrai que l'inconscient en philosophie a aussi son histoire. J'ai envie de dire, c'est une réalité qui relève, il faut le dire, d'une découverte. Et il faut dire pourquoi pas d'une découverte purement scientifique. Parce que Freud, qui introduit la notion d'inconscient dans la réflexion philosophique, lui-même, dès le départ, s'est voulu complètement hostile à la philosophie. Il se démarquait de la philosophie. Ce n'était pas dans une perspective tout à fait scientifique. Parce que c'est dans ses études en médecine, en sexologie, en sociologie, etc., qu'il en est arrivé même à coupler cette découverte de l'inconscient à un autre élément fondamental qu'on appelle ici la découverte également de la psychanalyse. Donc c'est dans la suite de la psychanalyse que Freud se retrouvait avec des patients qui très souvent avaient tendance à faire montre de cet état d'esprit dans lequel ils se trouvaient un peu somnolés, comme qui dirait, par cet inconscient sans s'en rendre compte. Mais à force d'être très attentifs, à force d'étudier les patients, ils se rendent compte que ce que les philosophes ont toujours considéré comme étant ici le fameux moi ou le fameux je pensant, qui permet toujours de déterminer ou de définir le sujet comme un être essentiellement conscient de lui-même, et que tout ce qui relevait de l'inconscient était de l'ordre tantôt du corps, parce que le corps aussi ne peut pas être conscient. C'est pas ma tête ou mon bras ou mon pied qui vont prendre conscience de mon existence en tant qu'être, en tant qu'individu, en tant que sujet, mais c'est ma conscience, c'est ma raison qui me permet véritablement de prendre conscience que j'ai une tête, que j'ai un bras, que j'ai des pieds et autres. Donc les philosophes ont tendance à négliger la dimension de l'inconscient. On lui attribue le corps, on lui attribue nos rêves, nos utopies, tout ce qui ne relève pas du réel, de quelque chose qu'on peut prendre évidemment conscience, il l'attribue à l'inconscient. C'est-à-dire c'était une véritable négligence. Mais on a vu et on a connu un philosophe tel que Leibniz, qui lui très tôt a commencé à suspecter chez l'être certains de ces actes qui très souvent échappent à l'inconscient et qu'on peut appeler ici les illusions de la conscience, et qui permet de se rendre à l'évidence que dans nos actes, il y a très souvent deux dimensions. Il y a la dimension de ce qu'il appelle les perceptions, et la dimension de ce qu'il appelle les aperceptions. Dans les perceptions, lorsque le sujet est en face d'une situation, il peut percevoir de façon nette ce qu'il est appelé à faire et à agir. Mais très souvent, il y a des aperceptions. Là, vous avez le sens de A privatif, absence de perception. Je dis le bruit des vagues, par exemple, quand je les entends, je peux être en mesure d'entendre les vagues de façon globale, mais je n'aperçois pas les petits bruits, pour ne pas dire les petites vagues qui cadencent et rythment la somme qui me permet d'avoir, comme qui dirait, l'écho d'un seul bruit, alors que les vagues sont faites d'une somme de bruit, parce qu'on voit comment un peu les vagues se forment par phase, par étape, jusqu'à ce que l'ensemble puisse donner une harmonie telle que vous la retrouvez dans la musique. Lorsque l'autre met sa guitare, l'autre met son piano, l'autre met son tam-tam, et il y a une harmonie qui se joue, de sorte que le spectateur profane que je suis ne puisse se rendre compte un peu de telle ou telle sonorité. Mais les spécialistes arrivent aussi bien à percevoir évidemment l'harmonie d'ensemble, mais également à percevoir les petits bruits, pour ne pas dire, parce que vous entendez souvent en répétition, quelqu'un peut dire, hey, Bédié Faye, allez, diminue le tam-tam, l'autre dit, oh, allez, diminue un peu la guitare, parce que c'est de trop. Parce que tout ce qui peut prendre le dessus sur l'autre peut en réalité un peu ombrager. D'où ici, lorsque vous avez la cartographie que Leibniz pose dans les perceptions et les aperceptions, vous avez comme l'impression qu'il voyait déjà l'élément de l'inconscient, que Freud, lui, va exploiter à profit lorsqu'il étudie le sujet. Parce que quand vous étudiez l'homme, vous avez l'impression que tous les actes que l'homme pose sont absolument soumis sous le contrôle de sa conscience. Alors qu'en réalité, Freud commence par dire, ce qui se joue est exceptionnel. Le moi, il semble agir, mais en réalité, le moi n'est pas maître dans sa maison. Il est là en face, il crie, il gueule, il semble être le seul, mais il y a tout au fond et au profond, il y a tout ce qui se joue comme étant des instances, comme étant des états, des topos comme ils les appellent, et qui ont tendance à déterminer notre être. C'est la théorie du ça, du moi et du surmoi qui se pose dans la première topique comme étant le préconscient, l'inconscient et la conscience. Mais est-ce que ce n'est pas des propos un peu abusifs quand Freud dit que les 9/10 de nos actes relèvent de notre inconscient?
et que la partie consciente de notre être Oui. n'est que la partie visible de l'iceberg. De l'iceberg, très bien. Ça pose problème. Je ne pense pas, c'est vrai que dans la réalité subjective, nous pouvons nous rendre à l'évidence de ce que Freud dit. La métaphore est assez perceptible, me paraît-il. Lorsque vous voyez la mer, tout ce qui s'affiche et qu'on arrive à voir à la surface, c'est un peu tout ce qui atteint la surface de la conscience et qu'on peut véritablement répercuter et répertorier. Mais tout ce qui se passe au plus profond des eaux et des océans, mais ça, il faut nécessairement plonger. Maintenant, il arrive de temps à autre qu'un poisson un peu émerge et arrive à se faire voir, qu'un requin émerge, et que quand vous êtes marin, vous foncez dans le très fond des océans, vous vous rendez compte qu'il y a une réalité qui dépasse de loin notre entendement. Quand on dit qu'il y a des fleurs, il y a du trésor, il y a telle ou telle autre ressource, dans la mer, sous les océans et les eaux, vous n'en revenez pas. Donc il faut partir de cette métaphore pour comprendre le sens de ce grand arbre de la conscience qui cache la forêt de l'inconscient. Et il faut nécessairement tremper. Soit vous avez les rudiments qu'il vous faut pour vous psychanalyser vous-même, ou bien à défaut, vous pouvez évidemment avoir un spécialiste qui vous écoute, qui vous interroge, et qui rien qu'en vous entendant parler, il peut même lire à travers vous et à travers vos mots, savoir même des choses que vous ne voulez pas révéler. Parce qu'on dit en Wolof quoi feign. Et dès que tu ouvres la bouche pour parler, quelqu'un qui est assez bien avisé en psychanalyse, il peut même accéder à ton inconscient. Voyez-vous comment? Lorsqu'il dit que notre inconscient ne dort que d'un œil. Que d'un œil. Ça également, ça pose problème, professeur. Évidemment, notre inconscient ne dort que d'un œil. Je me demande même si notre inconscient dort. Parce que si vous prenez un peu la cartographie de la conscience et de l'inconscient telle que ça fonctionne, nous avons ici comme l'impression d'être là dans une sorte de, si vous voulez, d'antichambre. Alors, là, vous êtes ici au salon, mais au salon, vous avez là le surmoi qui veille. Quand vous entrez à l'intérieur, vous retrouverez le moi qui vous attend ici. Alors, dans l'antichambre, c'est là où se joue la nuit noire de l'inconscient. Il faudrait que tout ce qui entre dans la réalité du sujet passe par le surmoi, qui a tendance évidemment à enregistrer. Le surmoi, quand Freud énumère ces topics, il commence par le préconscient. Pourquoi le préconscient? Parce que lorsque nous avons été enfants, les premières valeurs que nous avons reçues étaient des valeurs de l'éducation. C'est les valeurs morales de la société que nous avons enregistrées. C'est pourquoi nous avons tous déjà en phase, en état de préétabli, les valeurs morales de la société. Quand je parlais tout à l'heure de conscience morale, c'est parce que la société a bien su tirer profit, évidemment, de l'état que Georges Berkeley appelle notre esprit encore tendre. Et quand l'esprit est tendre, la société en profite pour dire à l'enfant, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Même l'enfant, lorsqu'il fait pipi au lit, hop, on le corrige. Pour inculquer la notion de valeur, ça ne se fait pas. Mais lorsque le sujet d'or se repose, le moi, il est un moi sans censeur. Heureusement que notre censeur vient de partir. Il veille au respect scrupuleux de tout ce qui entre déjà dans la maison. C'est-à-dire tout ce qui est à faire, il faut que ça soit conforme aux exigences du surmoi qui veille sur les valeurs. Le surmoi est exigeant. Maintenant, le moi, il passe toute la journée à veiller. Depuis que je me suis réveillé, jusque-là que je travaille, mon moi est toujours en train de veiller et de contrôler mes moindres faits et gestes. C'est vrai que de temps à autre, il est un peu dispersé, un peu distrait. Mais tout de même, il veille parce que le ça, si vous voulez, ou l'inconscient, est encore là parfois à perturber le fonctionnement. Mais la nuit, le moi étant tellement fatigué à censurer, à veiller, à contrôler, pour que rien ne s'échappe de moi qui ne soit sous son contrôle, et la nuit, le moi va dormir. Et le surmoi qui veille sur les exigences, les recommandations de la société, lui, comme il est censé veiller tout ce qui entre, c'est comme un gardien qui surveille une maison, il n'a pas droit à l'erreur, il ne doit pas dormir. C'est là où il faut dire que c'est le surmoi qui dort d'un seul œil. Et je dis, la métaphore est assez saisissante avec le gardien qui veille à la sécurité des biens et des personnes. La nuit, un gardien et un gardien modèle ne doivent pas dormir. Mais nous tous, nous savons dans la réalité, il y a des gardiens parfois, ils peuvent être amenés à somnoler. Et à somnoler, laissez-moi terminer ici, pour éviter que les bandits, les voleurs ne puissent entrer dans le magasin ou dans la maison. Mais qu'en réalité, les bandits, les voleurs, arrivent toujours à entrer. Parce que le ça qui a vu tous ses désirs, ses pulsions,
tous ont été rejetés parce que n'étant pas conformes, va devoir emprunter ce que Freud lui-même appelle des conduites de substitution pour essayer de dissimuler ses désirs et les faire passer. Voilà pourquoi dans le sommeil, pendant nos moments de rêve, il nous arrive de rêver et de faire des actes qu'on n'aurait dû jamais faire en plein jour. Et que le ça fait bien exprès d'utiliser des images que le surmoi ne peut pas suspecter. Mais quand vous utilisez des images trop, j'allais dire, visibles, mais il est bien possible qu'un voleur qui fait trop de bruit va réveiller évidemment l'agent. C'est pourquoi le ça va utiliser des images un peu neutres. C'est ça le symbolisme du rêve. Mais lorsque vous avez un couteau prêt à tuer votre frère, votre soeur ou votre père, là c'est trop flagrant, vous vous réveillez en plein sommeil. Lorsque vous voulez vous accoupler avec votre propre soeur, votre propre père ou mère, vous imaginez le danger que ça représente. C'est comme si vous auriez pu faire un grand bruit et que subitement le surmoi se réveille. Le moi est averti, le moi se réveille et le sujet en plein sommeil est là, toute bouche bée parce qu'il était sur le point de commettre une bêtise. Voilà un peu ce qui se joue dans l'idée selon laquelle le moi ne dort que d'un seul œil. En réalité, c'est dans le fonctionnement global que le surmoi qui assure la sécurité de tout ce qui entre dans la maison a tendance évidemment à dormir d'un seul. Professeur, une préoccupation des élèves, ils m'ont demandé de vous interroger sur ça. Ils m'ont demandé quand même de vous suggérer de revenir sur les théories comme le refoulement, puisqu'on parle de Freud, la sublimation, le refoulement, qui semble, le transfert quelque part, qui semblent être des concepts Très bien, je vois, c'est des passages extrêmement riches, extrêmement aussi importants, j'ai envie de dire, parce que vous savez, tout ce qui se joue dans notre vie et dans notre existence est extrêmement complexe. Et que par conséquent, nous ne pouvons pas de toute façon occulter ces éléments-là parce que je dis souvent aux élèves qu'au-delà des exigences relatives à la vérification de vos compétences à l'examen, mais il faut considérer que le programme de philosophie a d'autres impératifs, d'autres exigences qui contribuent à la formation des âmes et des esprits pour que demain vous puissiez avoir cette autonomie qu'il vous faut pour pouvoir contrôler votre propre vie. Vous savez, dans les rapports entre conscience et inconscient, il y a ce qu'on peut appeler ici très souvent des interactions. Il y a des interactions qui se jouent entre la conscience et l'inconscient. Quand je viens de parler ici de ces trois éléments, si vous voulez, le ça, le moi et le sur-moi, vous avez ici chaque instance à ces éléments. Là, vous avez dans la première topique de Freud la théorie de l'inconscient. Là, vous avez la théorie de la conscience. Et là, vous avez la théorie du préconscient. Préconscient. Il y en a qui l'appellent le subconscient. Préconscient. Alors, si vous restez à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Tout se joue dans le grand jeu des interactions que les philosophes du sujet appellent le jeu pensant. Jeu pensant que Freud va récuser comme si le sujet est un seul être. Lorsque je parle, on a l'impression que M. Kandji est un être univoque, mais au-delà de la dualité entre corps et âme, je viens de dire, la plupart des philosophes du sujet tels que Descartes considéraient que c'est le corps qui a la dimension inconsciente, l'âme a la dimension consciente. Alors que chez Freud, les choses ne se jouent pas comme ça. M. Kandji parle, mais au plus profond de lui-même, se jouent ici des relations en lui. En Wolof, très souvent, on utilise abusivement l'expression « xel ñaar ». Oui, c'est pas tellement mal. C'est lorsque je suis un peu éparpillé, partagé par un dilemme où un esprit me dit fais ceci, l'autre me dit non, ça c'est pas bon, si papa est au courant, si maman, si autre. L'autre dit ah non, profites-en, papa ne sera au courant de rien. Mais même si vous vous mettez dans cette posture, xel ñaar, mais en dernière instance, il faut prendre une décision. Le ça, lui, ne gère que ses désirs. Lui, il se fiche de ce qui est bien, ce qui est mal. La seule chose qui l'intéresse, c'est ses passions. Et quand vous vous laissez emporter, il va vous donner de bonnes idées. Mais tu le dissimules. Papa ne sera pas au courant. Mais ça ne va pas faire du bruit. Allez, profite de l'occasion. Mais le surmoi est toujours en train de te dire, même si papa ne sera pas au courant, mais pense à toi-même. Parce que tu es un adulte, tu es responsable, tu dois avoir honte de vous-même. Vous entendez la valeur de la morale qui parle en moi? Et qui demain, même si je commets l'acte, mais elle aura tendance à me rappeler à l'ordre, Nyak Djom, un grand adulte comme toi, comment tu as osé faire telle ou telle autre chose. Mais je dis, dans ce rapport très conflictuel, entre le ça qui ignore totalement tout ce que l'on appelle valeur, et le surmoi qui est extrêmement exigeant avec lui-même et avec les valeurs, vous avez deux extrémités.
Et le moi doit gérer les rapports, peser la balance, le pour et le contre. Et si maintenant le surmoi l'emporte sur le ça, le moi aura tendance à refouler le désir du ça. Pourquoi refouler? Parce que le mot refouler signifie retourner d'où ça vient. Le désir n'étant pas conforme aux exigences de la société, le moi dit au ça, je suis désolé, je ne pourrai pas le faire. Mais je dis refouler ne veut pas dire évacuer, apurer, faire sortir. Refouler veut dire retourner d'où ça vient. Étant donné que nous sommes des sujets, et naturellement nous somnolent ce qu'on appelle des instincts dans la nature de culture, l'instinct de vie et de survie, l'instinct grégaire et l'instinct sexuel ou de reproduction. Les désirs sexuels sont des désirs naturels chez tout être. Vous avez beau les refouler, chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est pourquoi les désirs persistent. Et comme ça persiste, le ça a tendance à entrer dans un processus qu'on appelle la résistance. Le ça ne va pas se laisser abattre. Pourquoi? Parce que la maison n'appartient pas au moi qui décide de ce que bon lui semble. Et le ça va lui dire, cette maison ne t'appartient pas. Moi aussi j'ai des droits, j'ai le devoir et le droit même de satisfaire mes désirs. C'est pourquoi le ça va emprunter évidemment ce que j'ai appelé tout à l'heure les conduites de. Vous voyez le verbe substitution. Substituer, c'est remplacer, c'est des voies alternatives. Qui fait que le ça, étant donné que le surmoi et le moi, comme qui dirait, on fait complot pour lui empêcher de réaliser ses desseins, il va utiliser des conduites. Maintenant, parmi les conduites, on en a une pluralité. Mais on peut retenir au moins 3 ou 4 dans ces conduites. Il y a ce qu'on appelle le rêve. C'est un exemple de conduite. Il y a ce qu'on appelle les actes manqués. C'est un exemple de conduite. Il y a également ce qu'on appelle un peu le transfert. Le transfert, c'est un exemple également de conduite. Au moins, à travers le rêve, le ça va en profiter. Pendant que le moi est en train de dormir et que le surmoi dort d'un seul œil, le ça va en profiter pour emprunter d'autres voies. Faire les rapports sexuels avec sa propre sœur est interdit, c'est de l'inceste, mais le ça peut emprunter cette image la nuit en substituant la tête de la sœur à une autre sœur qui m'est différente et en profiter pour véritablement satisfaire son désir. Voilà pourquoi il arrive très souvent, et chez les garçons, je les taquine souvent, de faire la nuit des rêves, qu'on appelle des rêves mouillés. Vous rêvez, vous vous réveillez le matin, vous voyez que votre pantalon est complètement mouillé. Mais mouillé, cette fois-ci, le désir est réellement satisfait. Maintenant, le transfert, c'est d'autres conduites, quelque part, du point de vue moral, qui peut poser des problèmes. C'est quoi le transfert? Vous pouvez transférer la satisfaction d'un désir à travers des objets. Des objets sexuels, tels que le vibromasseur, si vous voulez, il y en a qui l'utilisent, vibromasseur, ou bien vous pouvez utiliser et recourir à ce qu'on appelle la masturbation. Il y en a qui se masturbent parce que le désir étant têtu et que le moi ne veut pas que ça soit satisfait, le sujet la nuit, quand il est seul avec lui-même dans son lit, mais il a tendance à se masser soi-même jusqu'à être complètement chez Ardo. Et ça arrive très souvent. Ensuite, vous avez le vibromasseur. Il y en a qui l'utilisent. C'est des appareils qu'on utilise qui ont tendance à vous faire de petites décharges pulsionnelles, pour ne pas dire des décharges électriques, et qui peuvent vous aider véritablement à vous décharger de certaines pulsions. Vous avez ici les actes manqués. Dans le lot des actes manqués, c'est vrai, vous avez tout ce qui se joue dans ce qu'on peut appeler les lapsus. Lapsus. Lorsque je viens à l'école très fatigué, ou que je viens à l'école avec énormément de problèmes que j'ai laissés à la maison, ou que je viens à l'école alors que je viens juste d'avoir un problème avec mes administrateurs ou autres, mais il est possible que je travaille dans des conditions à la limite un peu draconiennes, parce qu'il y a la pression derrière moi. Et cette pression, très souvent, me pousse à verser dans ce qu'on appelle des lapsus linguae, des lapsus calamis, parce que parfois vous parlez, au lieu de dire le verbe, vous dites la verbe. Parfois, au lieu de dire l'élève, vous dites maman. Au lieu de dire cher, vous dites chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a la nostalgie de sa chérie. Parce que les petits mots qui échappent de notre vocabulaire sont loin d'être gratuits. Souvent, on le fait parce que c'est notre inconscient qui nous trahit, puisque le moi refuse de satisfaire ses pulsions. L'inconscient a tendance à lui dire, tu ne veux pas satisfaire mes pulsions.
je ne te laisserai pas travailler correctement. Je vais te perturber jusqu'à ce que tu te rendes compte que je fais partie de la maison. Et voilà pourquoi quand je rentre chez moi, je fais ma propre psychanalyse, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit j'aurai intérêt à revenir vers le sang, satisfaire ses désirs, et à chaque fois que je le fais, je reviens le lendemain en pleine forme. Et on voit très souvent dans ce que Nietzsche appelle la notion d'énergie négative et d'énergie positive. Quand tu es sous le joug de ces désirs, vous êtes comme qui dirait abattu par une énergie négative. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes tellement fatigué, paresseux, moindre geste, tu commences à s'essouffler. Mais quand l'énergie a été bien satisfaite, Nietzsche dit, vous venez de vous débarrasser de cette énergie négative et vous retrouvez l'énergie positive. L'énergie positive, quand tu l'as, dès que tu rentres en bonjour, bonjour, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va faire un excellent cours de philosophie. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il a bien réglé ses petits problèmes derrière et ça lui permet de revenir dans la sublimation dans tout ça. La sublimation, très bien. J'allais l'évoquer ici. Vous avez la sublimation. Là maintenant, quand vous prenez le transfert, peut-être que le recours au vibromasseur, ou bien le recours à ce qu'on appelle les phallus artificiels. Vibromasseur, parfois les hommes peuvent l'utiliser, mais les phallus, en général, c'est très souvent les filles. Et dans le milieu de la prostitution, il y a beaucoup de putes qui l'utilisent parce que c'est souvent des appareils on les appelle sur le marché les sex toys, que les filles utilisent pour se satisfaire elles-mêmes. Mais la masturbation, c'est par rapport au corps lui-même, il n'y a pas de recours à un appareil. Mais la sublimation, cette fois-ci, là où moralement vous pouvez être un peu affecté, mais là au moins la société apporte sa partition. Parce qu'elle aussi, elle est consciente et elle sait que ces êtres-là ne sont pas des robots. Les instincts sexuels sont des instincts naturels. Vous avez beau vouloir comprimer, vouloir opprimer l'enfant, vouloir l'empêcher de satisfaire, mais il souffre dans son intimité. Et quand la société comprend ça, elle trouve elle-même des occasions qui permettent aux individus de s'épanouir, j'ai envie de dire pulsionnellement, passionnellement, pour ne pas dire sexuellement. Et là, c'est des modes de satisfaction des pulsions de façon assez bien pure. Et j'ai envie de parler d'apuration des désirs et des instincts. Et parmi les moyens d'apuration, je mets en tête les études. Ils ont de la chance. Pendant qu'ils sont en année scolaire, ils sont moins sous le joug et la domination des pulsions sexuelles. Parce que pendant la journée, pendant la semaine, il y a tellement de devoirs, tellement d'exercices, tellement de leçons à apprendre, tellement de programmes. L'examen vient à un mois. C'est assez chargé, c'est un programme suffisant pour ne pas véritablement penser à... Et ça peut dompter les pulsions. Très bien. Ça dompte et ça nous permet même d'oublier parfois. Mais quand vous êtes en vacances, vous restez 1 mois, 2 mois sans rien faire, sans avoir aucune pression. Immédiatement, vous allez vous retrouver dans le lot de ces gens-là qui ne pensent qu'à la sexualité. Parce que pensant toute la journée à regarder la télé Nova, dès que vous voyez 2 personnes s'embrasser, vous avez vous-même envie de le faire. C'est pourquoi l'activité sociale est une activité sublimatoire. Il est toujours bien que chaque membre de la société puisse avoir une activité. Le sport. Aussi bien chez les garçons le travail est une sublimation. J'allais venir, mais le sport... Très souvent, lorsque vous êtes sous le joug, la domination des pulsions, je parlais tout à l'heure d'énergie négative, qui fait que je suis paresseux, j'oublie vite, je suis un peu lassé. Bon, allez faire du sport. Le sport permet, et la sueur évidemment qui coule, permet d'évacuer. L'énergie négative. Même si ça n'évacue pas tout, au moins ça diminue et ça libère. Quand tu reviens, tu es fatigué, tu retrouves un nouveau souffle. Et le lendemain, tu peux avoir une nouvelle énergie pour travailler positivement. Vous avez ici les activités artistiques. Dans le chapitre esthétique, vous verrez que l'art est une activité sublimatoire, que l'artiste sublime à travers son activité qui lui permet véritablement de libérer des pulsions. Vous avez également l'activité politique. Les hommes politiques aussi, c'est sublime. C'est sublime. Le fait de devoir toujours être là en meeting, en réunion, en conseil des ministres, en tournée nationale, d'avoir un programme, d'avoir à rencontrer les militants, d'avoir ceci ou cela. Il y en a qui en arrivent même à oublier qu'ils ont une femme et des enfants. Ils oublient tout ce qui a trait à la sexualité. Parce que l'activité elle-même procure tellement de plaisir et de passion pour ceux qui le font, par conviction évidemment, que finalement vous allez en oublier même que vous avez d'autres obligations. Ainsi, vous venez de parler du travail. Quel qu'elle soit, le travail aussi fait partie de ce qui nous permet de nous sublimer. Quand je parle de l'activité politique, quand je parle de l'activité artistique, quand je parle des études, vous êtes également dans le cadre du travail. Ça permet d'évacuer. Vous avez également les loisirs. De temps en temps, tu sors un peu.
où tu sors en boîte, en excursion, en promenade, avec des amis, mais ça te permet au moins de te changer les idées, de vider un peu le corps, de vider l'esprit, et ça permet de te ressourcer, de bien te recharger et de revenir en force. C'est pourquoi la société, je dis bien, les filles, vous voyez, même dans la société classique traditionnelle, lorsqu'on organisait un peu les sabbats, les fourrels et autres, mais je dis, c'est des parents même qui cotisaient pour leurs propres enfants. Et qui vont devoir venir sur la piste de danse et qui exercent ce que Abdoulaye Ndiaye appelle les formes de danse érotiques avec son fameux système de Arwatam, Mimi Khajmachi. Et tu vas voir une femme qui va mettre son petit pagne, qui va montrer ses parties sexuelles et intimes, et que tu verras toujours le batteur de tam-tam qui lui aussi comprend les enjeux qui se jouent dans cette activité et qui s'approche de la danseuse et qui dit Arwatam, Mimi Khajmachi, une manière de dire au moment final où tu dois véritablement faire la conclusion, parce que également il faut que tu aies une finition. Lorsque tu t'apprêtes à dire Mbassa Mbassa, et le danseur va te dire mets-le ici, Mimi, Mimi Khajmachi, Mimi, Mimi Khajmachi. Voilà pourquoi ici, on voit que les mêmes parents qui comprennent tout ce qui se joue, eux-mêmes travaillent à ce que les enfants puissent s'épanouir. D'accord. Maintenant, c'est pourquoi on dit, professeur, c'est bien. Oui. C'est pourquoi on dit que il faut donc s'occuper. Oui. Pour ne pas être dominé complètement par les passions. Oui. Il faut s'occuper. Et donc, c'est pourquoi on dit que même l'oisiveté est la mère des vices. Et mère des vices. Et mère des vices quelque part. Parce que si tu n'es pas occupé par le sport, par le travail, par la politique, maintenant, c'est là où quand même... Évidemment, mais vous dites oisiveté, nous on l'utilise sous deux angles. Oisiveté. Alors, pour éviter qu'ils ne perdent de vue les enjeux, en début d'année, on parlait de l'oisiveté comme mère de toutes les sciences. Mère de toutes les sciences. Parce que les premiers penseurs, les Grecs, c'était des nobles, des aristotes et des riches, qui étaient tellement riches qu'ils étaient complètement départis de toute obligation de travailler. Mais ils utilisaient leurs heures creuses à développer des activités spéculatives, tel que l'avènement de la réflexion philosophique. Parce que quand vous aurez satisfait évidemment vos besoins élémentaires, manger, boire, satisfaire les besoins de la famille, si vous êtes tellement riche, vous pouvez vous réveiller un beau matin, vous n'avez rien à faire dans la vie, vous avez même des esclaves, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors ces premiers penseurs, les Thalès, les Platon, les Aristote, mais c'était des gens riches à l'abri du besoin. Et lorsqu'ils passaient tout leur temps à se retrouver un peu à l'agora pour faire leurs échanges, leurs discussions, etc., c'était pour gérer utilement leur temps libre. Donc on peut bel et bien avoir du temps libre et l'utiliser utilement. Même la naissance de l'art, en réalité, va découler de cela, qu'on va appeler ici l'art libre ou activité libérale. Alors maintenant, vous avez l'autre oisiveté qui est cette fois-ci la mère de tous les vices. Et quand vous en parlez, là, vous revenez chez Voltaire, quand il dit le travail nous libère de trois mots, le vice, l'ennui et le besoin. Parce que quand vous ne travaillez pas, mais en général, vous êtes là à ne penser qu'à du jeu, à ne penser qu'au sexe, à ne penser qu'à... Mais lorsque vous travaillez, vous avez un programme, vous avez un agenda très chargé, vous descendez le soir à 17h, 18h pour avoir passé tout le temps à l'école de 8h, 17h ou bien au travail, tellement épuisé que vous n'avez même pas le temps la nuit de traîner dans la nature. Voilà pourquoi le travail est à ce titre extrêmement important, parce que ça détermine à chaque membre de la société une place fondamentale à occuper. Mais professeur, oui. Finalement, à vous entendre parler, l'homme n'est pas libre. C'est un peu une façon d'aborder la deuxième partie. Parce que s'il y a le ça et le sur moi qui veille sur moi, finalement, mais moi, je ne suis pas libre. Je suis un peu, comme on dit, dans le sens déterministe des choses, on vit sur un cercle vicieux. L'homme n'est pas libre, vous posez le débat avec beaucoup de provocation, je l'avoue. C'est vrai que lorsqu'on introduit, évidemment, le concept de liberté, il y a de fortes chances que si on l'attaque et que l'on veuille véritablement et immédiatement évacuer le sens du mot liberté, immédiatement la réponse qui vient, c'est de dire que nous ne sommes pas libres. Très souvent, je dis aux élèves, à supposer, je le dis pour reprendre l'opinion populaire, à supposer que la liberté soit le fait de faire tout ce que l'on veut, comme on veut, où on veut, quand on veut. N'est-ce pas ce qu'on dit de la liberté?
Comme absence de contrainte. Comme absence de contrainte. Alors, sous ce rapport, qui est libre ici de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il le veut, comme il le veut et avec qui il le veut? Alors, donc finalement, qui est libre? Vous allez me dire personne. Mais est-ce pour autant vous n'êtes pas libre? Si. Alors, il ne faut jamais en être amené à dire nous ne sommes pas libres. Parce que le jour où vous le direz, vous aurez troqué une valeur essentielle de votre être que Rousseau appelle la dignité. La dignité. La liberté est là, dans notre essence, dans notre nature. L'homme est né libre, même si partout il est dans les fers. Nous ne pouvons pas, sous aucun prétexte, dire que nous ne sommes pas libres. Pourquoi? Parce que ôter la liberté de notre volonté, c'est ôter toute moralité à notre action. En arriver à dire que je ne suis pas libre, c'est comme si vous en arrivez à dire, lorsque je suis appelé à agir, j'agis comme je veux, je ne suis soumis à aucune forme de morale. En réalité, la liberté est dans notre essence, dans notre nature. C'est une valeur essentielle. Voilà pourquoi la fois dernière, je vous rappelais les mots de Paul Valéry quand il disait, c'est un de ces détestables mots qui ont fait tous les métiers, parce que ça revient dans toutes les activités de réflexion. Mais avant cela, il disait, mais de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens du point de vue de la définition. Mais valeur, parce que c'est dans notre essence et dans notre nature. De ces mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, parce que nous tous, nous passons tout notre temps, même dans l'État, à chanter liberté, liberté, liberté. Je me rappelle tout dernièrement en Burundi, lorsque le président qui venait juste d'échapper à un coup d'État vient dire à son peuple pour le rassurer que nous sommes dans la démocratie. Nous sommes en démocratie. Souriez, vous êtes en démocratie. Souriez. Qu'est-ce que cela veut dire souriez? On nous fait chanter que nous sommes en démocratie. Mais dans la réalité, j'ai envie de dire, nous sommes très souvent dans la dictature. Ou bien pour parler comme notre guide, notre marabout, Serigne Moustapha qui disait, non, nous sommes plutôt en démocrature. Nous agissons, nous chantons, nous parlons en démocrate, mais dans les actes, c'est toujours la dictature. C'est des régimes un peu maillés, un maillage de démocratie et de dictature. La liberté est un de ces détestables mots, mais qui demande plus qu'il ne donne. Parce que nous passons tout notre temps à demander davantage de liberté. Vous connaissez Nelson Mandela dans ce long chemin pour la liberté. Il rappelait tous les chemins qu'il a eu à parcourir lorsqu'il était enfant, lorsqu'il est devenu adulte, lorsqu'il a ses diplômes, lorsqu'il a commencé à travailler, mais jusqu'au jour où il était devenu adulte responsable, se croyant tout à fait libre. Mais les voilà les chaînes qui l'empêchent d'exprimer sa liberté jusqu'à être obligé de passer 27 précieuses années de sa vie en prison. Mais il disait qu'en réalité, la liberté est une quête. La liberté est une conquête permanente. Ce n'est pas un donné naturel, mais c'est quelque chose que nous devons toujours travailler à acquérir et à garder. Et à chaque fois que vous avez l'impression de l'avoir, mais elle a tendance à vous échapper. Professeur, pour couper, en fait, il y a quand même des élèves qui veulent intervenir dans ce sens. Oui. Et peut-être des questions pourraient nous permettre un peu de revenir sur leurs préoccupations personnelles concernant le concept de liberté. Bonjour, je m'appelle Adama Nyingue. Je suis au lycée mixte Maurice Delafosse en classe de terminale. J'aurais vraiment souhaité, en parlant de dictature et démocratie, avec ce qu'on vit actuellement, qu'on traite un sujet avec M. Kandji. Le sujet est: la violence exercée au nom de l'État est-elle fondamentalement différente de toutes les autres formes de violence? Merci. Oui, c'est bon. Elle introduit déjà la notion de... Oui, il est dans l'État et son rapport à la liberté. Bon. Je m'appelle Arman, alias Volcom X. Mais pour revenir sur la conscience et l'inconscient, je vous pose la question, M. Kandji. Est-ce que la découverte de l'inconscient par Freud ne favorise pas la fuite de responsabilité de l'homme? Parce que l'homme peut, par exemple, violer une femme et dire qu'il était inconscient. Merci. Bonjour, moi c'est Arissatou, je suis au lycée mixte Maurice Delafosse, en classe de terminale L2. Je voulais savoir si la découverte de l'inconscient ne constitue pas une fatalité pour l'homme. Ok. Bonjour, je m'appelle Mathissela, je suis dans ce lycée mixte Maurice Delafosse. Par des fois, l'homme peut violer ou il peut faire des actes
il peut tuer ou des choses comme ça. Là, est-ce qu'on peut dire vraiment il est déterminé par son inconscient? Merci. Est-ce que l'État peut nous priver de notre liberté? Bonjour, je m'appelle Ben Ndiaye, je suis au lycée Mix Maurice de la Fosse en classe de terminale L2E. Bon, je voulais savoir si l'existence de l'inconscient n'exclut-elle pas la possibilité de liberté? Bonjour, je m'appelle Mohamed Diop, je suis élève en classe terminale de cet établissement qui est le Mix Maurice de la Fosse. Ma question était, est-ce que le fou peut agir consciemment? Parce qu'on dit, les fous ne sont pas fous tous les 24 heures. Quoi. Merci. Bonjour, je m'appelle Alim Badardien, je suis en classe de terminale L2. Je voulais savoir, est-ce que suffit-il être indépendant pour être libre? Bonjour, je m'appelle Ibrahim Top, je suis élève à la CPD. Peut-on parler de réconciliation de l'autorité étatique avec les libertés individuelles? Voilà donc, M. Kandji, les élèves ont posé vraiment beaucoup de questions, des questions également aussi pertinentes les unes des autres. Et ça nous permet un peu de voir le link, comme vous l'aviez annoncé, qui existe entre les différents concepts. Il y a des questions relatives à la notion de liberté, d'autres État et pouvoir politique, d'autres même revenir sur conscience, inconscient. Et nous savons, comme vous l'aviez annoncé, qu'il y a une imbrication entre les différents concepts. Est-ce que vous pouvez vraiment revenir Évidemment, je remercie les élèves pour les questions très intéressantes qu'ils ont soulevées. De toute façon, on en a 9, mais les questions se recoupent. Hein? J'ai vu presque inconscient qui revient 4 fois. C'est vrai, avec des déterminations qu'il faut préciser. Là, vous avez inconscient, liberté, fatalisme, inconscient, déterminisme, liberté, responsabilité. Là aussi, vous avez folie, inconscient, liberté. Donc, ça revient toujours. C'est ce que je dis. Heureusement qu'ils soulèvent eux-mêmes des questions de cette nature, parce que nous, quand on aborde les thèmes en classe, on les aborde avec le souci pédagogique et méthodologique par thématique. Mais une fois qu'on termine le domaine, je dis, attention, il n'y a plus de thème. À l'examen, on vous interdit, quand vous êtes en face d'un sujet, de dire ça porte sur nature et culture, sur individu et société, sur État. Ça ne marche pas comme ça. Dès que le domaine est terminé, vous n'avez qu'un seul thème, c'est la vie sociale. Il n'y a plus de sous-thème. Maintenant, c'est des articulations qu'il faut gérer. Alors, quand vous parlez ici de conscience, inconscient, responsabilité, liberté, je dis qu'évidemment, tout à l'heure, on a bien dit, n'est libre que celui qui est conscient. Pour être libre, il faut d'abord être une conscience. Et dès que vous posez cela comme postulat, l'enfant qui n'est pas encore conscient, il est complètement hors jeu. C'est pourquoi l'enfant, il est sous la tutelle de ses parents. Il y a même un droit, quelques délits commis par un enfant, on impute la responsabilité à ses parents. J'ai tout dernièrement entendu à Thiès, ma ville natale, le maire Talassela qui disait aux parents que désormais nous allons veiller la nuit. Si on ramasse des enfants à 1h, 2h du matin qui traînent dans la nature, on va les garder et le lendemain, les parents vont répondre de ça. Parce que nous ne pouvons pas tolérer dans une cité que des enfants de moins de 10 ans traînent dans la nature jusqu'à des heures indues. Parce que c'est les parents qui doivent veiller, parce qu'ils en ont la responsabilité et la garde. L'enfant n'est pas encore libre parce qu'il n'a pas encore atteint ce niveau de conscience. Ensuite, le fou ne peut pas être libre parce qu'en réalité, le fou, il perd la conscience. Il a une raison qui subit une pathologie. Maintenant, c'est vrai, dans la folie, il y a ce qu'on appelle des états. Souvent, il y a en psychologie un concept de double personnalité qui fait que parfois, il y a des moments où le fou a des lueurs de lucidité. Vous discutez avec lui, vous parlez normalement, mais c'est au fil et au cours de la discussion que le fou commence à perdre complètement réseau et connexion. Et qu'il y en a même qui taquinent en disant « ça va, parce qu'il est en train de monter. Alors, dès lors qu'un acte est posé, il faut circonscrire dans quel état il l'a commis. Est-ce qu'au moment où il était en période de lucidité ou en période où il sombrait dans la folie, là, il faut le déterminer. C'est pourquoi en droit, très souvent, il y a des enquêtes qui précèdent certains actes pour vérifier si le sujet l'a commis dans un état de lucidité ou bien dans un état d'inconscience. Je vois également quelque part inconscient et je ne sais pas quoi encore, privation de liberté. Vous prenez l'exemple de l'alcool quand vous faites une conduite en état d'ivresse.
Lorsque vous faites un accident, vous tuez une personne. Mais il faut vérifier. État d'ivresse signifie état d'inconscient. Est-ce à dire que vous ne répondrez pas de ces actes? Alors, il faudra déterminer à quel moment vous étiez en état d'ivresse. Est-ce qu'en partant, par exemple, en boîte, en partant en bar, en partant, vous savez que vous allez boire de l'alcool? Et vous connaissez en état de conscience que prendre de l'alcool, c'est courir le risque de perdre la conscience. C'est pourquoi en droit on parle de situation aggravante, très bien. Situation atténuante. Si en y allant, vous saviez que vous allez boire, mieux vaut laisser votre voiture à la maison et après prendre un taxi. Mais si en y allant en bonne foi et bonne intention, mais on détermine les enquêtes, on essaie de circonscrire les circonstances et après vous allez répondre parce qu'on situe la notion de responsabilité. C'est une notion extrêmement importante parce que tout acte que vous commettez de façon libre, sans être assujetti à aucune forme de déterminisme, vous allez devoir répondre à cet acte. Maintenant, est-ce que quand vous commettez un acte sous le joug des déterminants, vous n'allez pas répondre de vos actes? Là, également, il ne faut pas trop compter sur un peu la fatalité ou sur l'accident, par exemple, qu'un chauffeur en bon état de lucidité commet. C'est vrai, on parle de, comment on l'appelle encore, crime commis involontairement, parce qu'il ne l'a pas fait exprès. Mais c'est un accident de travail. Les chauffeurs qui passent tout leur temps à faire des accidents, à tuer des personnes, mais on ne va pas les laisser libres comme ça. Bien vrai qu'ils ne l'ont pas fait à dessein, mais ils vont devoir quand même payer de leur liberté, mais avec la notion de circonstances atténuantes. Quand vous êtes en face de la fatalité, là c'est plus complexe. Parce que la fatalité d'abord ne fait pas unanimité pour qu'on puisse s'entendre si réellement tel acte commis l'a été sous le coup de la fatalité ou pas. Tout à l'heure nous avions parlé, en rappelant un peu Freud, dans la notion de complexe d'Oedipe. Pourquoi la métaphore d'Oedipe? Parce que Oedipe, vous savez son histoire avec Sophocle, lorsqu'il a tué son père et épousé sa mère, jusqu'à avoir avec elle quatre enfants, dont chacun de ses enfants constituait en même temps pour lui. Et ses enfants, ses fils et ses frères en même temps. Curieux destin. Alors, il est avéré que lorsqu'on reprend le fil de l'histoire, il a été prédit que Oedipe naîtra et tuera son père, épousera sa mère. Alors, quand vous prenez l'histoire de fil en aiguille du début jusqu'à la fin, vous avez comme l'impression que Oedipe n'est responsable de rien. Parce que cette erreur poursuivait son père Laïus, qui, dit Sophocle, aurait commis une faute dans sa vie en ayant violé un fils, je dis bien Chrysippe, d'un de ses oncles qu'il avait hébergé parce qu'il avait perdu son père. Alors, son oncle Pélops qu'il a hébergé, Laïus n'avait rien à lui rendre comme monnaie de sa pièce que de violer son fils. Alors, l'oncle l'a chassé de la maison et l'a banni. Alors, Laïus est parti et quelque temps après, il est devenu le roi de Thèbes et l'oracle lui a prédit qu'un jour tu auras un enfant qui va te tuer et qui va épouser ta femme. Alors, Laïus qui ne voulait pas qu'un tel destin se réalise, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque sa femme tombe enceinte et met au monde un enfant, fils, Laïus a demandé à ce que le gardien le jette loin. Et le gardien l'a jeté loin de Thèbes. Et en le jetant, l'enfant a été ramassé par un autre berger d'un autre royaume. C'est le royaume de Corinthe, dont le roi Polybée, malheureusement, n'avait pas d'enfant, qui en a profité pour l'héberger. Et il l'a hébergé pendant longtemps, jusqu'à ce que Oedipe grandit. Puisqu'étant enfant, jusque-là, il est considéré comme fils du roi et de la reine Mérobée. Il était même presque, comme qui dirait, un fils héritier. Alors, mais un jour, c'est un des convives qui a dit à Oedipe qu'en réalité, ce roi n'était pas ton père. Et Oedipe a dû fuir. Pourquoi? Pour ne pas tuer celui qu'il considérait comme son père. Et en fuyant, il est allé pour peut-être à l'aventure, jusqu'à croiser un vieillard avec qui il ne savait même pas qu'est-ce qui se passe, mais le vieillard était entouré de trois de ses gardes. Ils ont eu un problème de préséance, un rapport de force s'oppose. Oedipe a réussi à tuer le vieillard et 2 de ses gardes du corps. Et ainsi, Oedipe est devenu le roi, épousant du coup sa mère, ayant avec lui un enfant. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu une maladie, on commençait à se poser des questions à savoir, est-ce que c'est Oedipe qui est responsable du fait qu'il ait tué son père et épousé sa mère? Vous réfléchissez, vous avez envie de dire que même en cherchant à fuir ses responsabilités, en cherchant à fuir son destin,
il venait de l'accomplir. Voilà une manière de dire, quand il y a fatalité, vous ne pouvez pas forcément décharger l'être, même si nous pouvons dire toujours que c'est Dieu qui l'a ainsi voulu, c'est le fameux Ndogalu, Ndogalu Yalla. Donc, fatalité ne nous décharge pas totalement de nos responsabilités, d'autant plus qu'il y a un débat extrêmement profond chez les philosophes. On pourrait leur opposer, pourquoi pas, le libre arbitre, pour montrer que l'homme est absolument ou totalement libre de ses actes, et que tout acte qu'il pose, il doit en assumer les responsabilités. Donc, je dis, c'est un débat très profond. Si on le poursuit, on ne va pas s'en sortir. Elle a parlé ici de violence, d'État et de liberté. En réalité, ce qui se joue dans l'État, c'est quoi? C'est la légitimité que l'État a d'exercer ce qu'on appelle le monopole de la violence physique légitime. Max Weber nous le rappelle, que les forces que dispose l'État sont des forces ou une violence institutionnelle. L'État est la seule institution censée recourir à la violence physique légitime sans en retour avoir à rendre compte. Mais cette violence de l'État est toujours confrontée à une autre forme de violence qui se trouve en face. On l'appelle très souvent la violence révolutionnaire, qui peut se confondre dans la guérilla, qui peut se confondre dans les milices, qui peut se confondre dans les mercenaires, qui peut se confondre dans toute autre forme de recours à la violence, mais qui ne serait pas du tout légitime, parce qu'on ne saurait, dans un État libéralisé, le recours à la violence, ça peut même se retourner contre voilà, est-ce que, professeur, nous ne pouvons pas encore revenir pour une troisième étape, oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire concernant... Si alors que le temps qui nous était imparti est presque terminé, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même programmer une autre fois où on va peut-être aborder l'esthétique tout en essayant donc d'évacuer ces questions-là? Bon, en tout cas, je ne sais pas, on est malheureusement tenaillé par le temps, hein. Et que voilà, nous allons devoir peut-être sursoir cette séance et programmer une troisième étape. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et c'est intéressant. Oui. Et ça nous permettra de revenir en détail quand même. Évidemment, nous comprenons les contraintes du temps, de toute façon. Mais comme je dis, c'est vrai, on n'aura jamais réussi en un si peu de temps. L'essentiel, c'est que les élèves comprennent l'esprit un peu de cette initiative, qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on le dit très souvent. Il s'agit évidemment de rafraîchir les mémoires, parce que j'ai bien dit que ces thèmes-là, le thème de la vie sociale, nous prend au minimum, je dis bien, 3 mois de parcours. Chaque thème, vous aurez besoin au moins d'1 à 2 semaines. Il faut toujours à la 2e semaine pour pouvoir finir un thème. Vous imaginez, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, quoi qu'on puisse dire, nous ne pourrons jamais faire le tour de ces thèmes. Mais en termes de révision de fin d'année, c'est vrai, les initiatives sont nombreuses, nous saluons les vôtres, mais il faut que les élèves comprennent également que le but, l'objectif, c'est de permettre à l'élève de garder la fraîcheur de ses idées, de ses souvenirs, sur les grandes orientations de ces thèmes, et qu'il puisse, autant que nous tentons de le faire, avoir ici un esprit d'assimilation. Pas de parcourisme, parce qu'on le déconseille en philosophie, mais d'assimilation de votre programme qui vous permet évidemment de faire le même travail que nous essayons un temps soit peu de faire, c'est-à-dire de pouvoir parcourir les thèmes, de pouvoir gérer de façon logique, assez bien articuler les imbrications, sans pour autant faire ce qu'on appelle des coupures, des césures, des modèles ou versions copie-coller. Ce n'est pas des copie-coller, mais c'est des articulations assez bien logiques qu'il faut bien justifier et montrer que vous avez assimilé votre programme. Voilà, M. Kandji, vraiment, nous apprécions encore une fois votre prestation à sa juste valeur et vraiment nous pourrons vous remercier assez. Tellement vous donnez une volonté, vraiment une intention de vraiment parcourir le programme entier du domaine 2, concernant le domaine 2. Mais nous pensons que nous pouvons revenir. Et pourquoi pas des suggestions également. Une des élèves m'a suggéré tout à l'heure, pourquoi pas venir avec un sujet et revenir sur les questions de méthodologie. Donc nous comptons revenir encore une fois. C'est déjà promis pour quand même une troisième séance, pour quand même revenir sur les détails qui sont importants également pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui, votre émission Révision. Et donc, comme nous l'avons annoncé, nous reviendrons un peu dans une semaine pour un autre numéro, pourquoi pas avec M. Kandji, et revenir sur les questions. J'ai un petit mot à glisser. Oui, et remercier tous ceux qui, comme je l'avais dit en début d'émission, nous ont témoigné leur gratitude. Je n'imaginais pas quand même, au-delà des élèves qui sont soumis à ces exigences, évidemment,
liées aux révisions et autres, j'ai vraiment été surpris de voir des gens qui semblaient ne pas être intéressés par ce que nous faisons, faire montre de témoignage et d'intérêt. J'en veux pour preuve un appel que j'ai reçu le week-end d'une ancienne élève de l'école. Elle dit qu'elle a véritablement perdu complètement le souffle dès qu'elle nous a entendu parler de la fosse comme lieu où on aurait fait ses humanités, pour ceux qui s'en souviendront, parce qu'elle a fait ses humanités à l'école. Il s'agit de Madame Kane. Elle travaille depuis la présidence de la République et elle n'en revenait pas. Elle nous a appelés, nous a encouragés. C'est beaucoup ému également des conditions dans lesquelles nous travaillons, dans la chaleur, dans véritablement les conditions très décentes. Et des parents d'élèves m'ont dit également que ce n'est pas uniquement les élèves qui révisent, mais même les parents parfois révisent à travers. C'était ça ma surprise de voir qu'au-delà des élèves, que des parents s'intéressent à ce que nous faisons. À ce juste titre, nous saluons véritablement votre initiative. Merci. Je suis de plus en plus convaincu que votre slogan n'est pas creux. La chaîne des valeurs, nous le vivons au quotidien. Et au-delà de ces opportunités que vous donnez à la communauté éducative, j'ai vu également les autres rubriques de vos programmes. J'avoue qu'il y a de la valeur à Mourchid TV. Merci et que désormais, nous serons tous abonnés régulièrement à Mourchid, n'est-ce pas? Hein? Donc c'était tout, mesdames et messieurs, pour votre numéro de révision. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre. Et d'ici là, bonne suite de programme sur la chaîne des valeurs. Mourchid TV. Merci beaucoup. M. Kandji. Merci bien.